direction de la Maison-Blanche, justement, alors que Joseph Aoun et Donald Trump sont ensemble. On les écoute. Il y a des gens qui vivent au Liban, des parents d'amis, et qui refusent de quitter leur pays, leur patrie, car ils l'aiment. Un pays qui est probablement dangereux de différentes façons, des gens qui entendent des bombes, mais qui n'ont pas envie de quitter des gens bien, des gens intelligents, qui ont beaucoup de succès et qui habitent sur place. Ce pays est un pays intelligent, qui a produit de grands intellectuels dans l'histoire et qui souhaite demeurer au Liban. Nous allons les appuyer. C'est un honneur que d'accueillir le président et les représentants du pays. Nous nous sommes déjà rencontrés à de nombreuses reprises et les réunions ont été fructueuses. Nous allons résoudre beaucoup de problèmes. Nous l'avons déjà fait par le passé pour le Liban. Vous connaissez le problème du Hezbollah. Un certain nombre de choses ont été faites qui seront remarquées par le reste du monde. Je le répète, ce pays a été maltraité et il est temps que le Liban soit bien considéré, qu'il reçoive le respect qu'il mérite. C'est un honneur, Monsieur le Président, de vous accueillir. Je vous remercie. C'est rare que de rencontrer un président comme vous. Vous voyez, il sait comment me parler. Maintenant, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez prendre la parole? Je tiens à remercier le président Trump et son équipe. Merci pour ce succès historique, pour cette rencontre historique. Nous avons signé le cadre qui permet de mettre un terme définitif aux hostilités entre Israël et le Liban. Je crois que ce sera votre héritage, Monsieur le Président. Ensemble, nous avons pu atteindre cet objectif. Il est maintenant temps pour le Liban et toute la région d'être stable et de vivre en sécurité. Je connais votre vision. Votre vision, c'est la paix, c'est la stabilité. Et je crois que ma vision est conforme à la vôtre. Ensemble, me semble-t-il, nous serons en mesure d'avancer et d'avoir encore davantage de succès. Vraiment, vous avez fait preuve, Monsieur le Président, de tempérament, de caractère pour votre pays. Nous allons faire en sorte que ça fonctionne. Nous allons faire en sorte que cela fonctionne. Deux questions. Une pour vous d'abord, Monsieur le Président, sur l'extension des accords d'Abraham. Il y a toujours, côté libanais, une criminalisation des contacts avec Israël. Est-ce que vous allez faire avancer le Liban sur ce point? Deuxième point. Allez-vous évoquer d'autres sujets litigieux? Il y a beaucoup de pays qui maintenant s'inscrivent également dans le cadre des accords d'Abraham. Ces accords ont beaucoup de succès économiquement. Personne ne les a quittés, même pendant la guerre. Je crois que le Liban a un rôle très important à y jouer. Êtes-vous inquiet quant à un blocus de la mer Rouge par les Houthis, ce qui ouvrirait un nouveau front dans cette guerre? Cela ne s'est pas encore produit, ça peut se produire, mais si cela se produit, nous réglerons ce problème. Nous avons déjà eu à traiter du problème des Houthis, et puis, depuis que nous avons agi, les Houthis ne sont plus manifestés. Il y a quelques jours, nous avons agi avec force contre les Houthis. Nous n'avons pas eu de problème avec eux, ils n'en ont pas avec nous. Ils ne sont pas manifestés au cours de ce conflit. Mais je crois que s'ils bougent, il faudra régler le problème. L'accord Israël-Liban a été rejeté. C'est le président du Parlement libanais. Il affirme que c'est une mauvaise chose. C'est une prérogative du président que de traiter cette affaire. Ce n'est pas l'affaire du Parlement. Le président du Parlement libanais, je tiens à souligner,
vient du Sud, il veut voir cette guerre prendre fin et il fait tout ce qu'il peut pour reconstruire le Sud. Mais malheureusement, le Sud a été détruit. Il appuie donc nos démarches ici. Il faut faire attention, je crois, dans les déclarations. Sa position, c'est celle du président du Parlement et du chef de la communauté chiite. C'est un homme d'État, il appuie ce que nous faisons et il appuie notre démarche visant à mettre un terme définitif à cette guerre. Alors j'ai entendu cette déclaration, je crois que c'est quelqu'un de bien. Et je crois qu'une fois que des progrès auront été constatés, il s'alignera sur cette position. Une fois le retrait de l'armée israélienne du Liban, quel avenir? Et sur le prochain... De qui parlez-vous? Sur le prochain Premier ministre. Ah, il est très beau, n'est-ce pas? Peut-être que le président pourrait devenir l'un des hommes politiques les plus importants du Moyen-Orient. Cela fait plusieurs décennies que nous travaillons dans ce sens. Après le retrait de l'armée israélienne du Liban, quelle suite? C'est en cours, l'armée israélienne se redéploie dans d'autres secteurs. Il y a eu un très bon accord entre Israël et le Liban. L'armée israélienne est en train de redéployer ses unités. L'armée libanaise a besoin d'aide. Les États-Unis ont déclaré qu'il était important que l'armée libanaise entre dans les villages quittés par le Hezbollah. Comment allez-vous appuyer l'armée libanaise? C'est un sujet que nous allons évoquer aujourd'hui. Ce dossier sera traité. Il y a des plans très concrets sur ce point. Et je crois que l'armée libanaise est en train de devenir de plus en plus autonome. Et voilà, ce dossier sera à l'ordre du jour aujourd'hui. L'armée libanaise a déclaré aujourd'hui que les forces israéliennes avaient ouvert le feu à proximité de la zone pilote. Êtes-vous disposé à mettre Israël sous pression, ce que le président Aoun va vous demander? Alors, j'ai entendu cette information avant la rencontre. Je vais regarder ça dans le détail. Si la guerre reprend, qu'est-ce qui se passe? Monsieur le Président, je ne vois pas de signaux allant dans ce sens, ou bien avez-vous des informations que je n'ai pas? Vous ne connaissez pas le dialogue qu'il y a entre nous et les Iraniens. Les Iraniens ont été frappés très durement. Peut-être que vous ne l'entendez pas en écoutant les fausses nouvelles auxquelles vous êtes habitués, mais vous ne connaissez rien à ce qui se passe véritablement. Avez-vous des renseignements que je n'ai pas, madame? Eh bien, dites-nous, Monsieur le Président. Je vais vous dire une bonne chose. Les Iraniens souhaitent absolument nous rencontrer. Et à moins qu'ils ne soient sérieux, nous n'avons pas l'intention d'avancer. Êtes-vous disposé à exercer des pressions sur la Chine suite aux ingérences que vous avez dénoncées pour l'élection de 2020? Je crois que les Chinois ont changé depuis 2020 et ils nous font des choses, nous leur faisons des choses, nous leur faisons également des choses. Vous savez, c'est un jeu qui se joue à deux. Un sujet qui n'est pas souvent évoqué sur les patrouilles à la frontière, sur les efforts sur l'immigration, sur les personnes, sur les cadres. Quel lien entre l'immigration et les élections de mi-mandat? Eh bien, lorsque nous sommes arrivés, la frontière était hors de contrôle et je crois que j'ai gagné cette élection à cause ou grâce à la frontière. Peut-être que vous l'avez entendu, depuis 14 mois, personne
n'a traversé cette frontière. Personne n'a traversé notre frontière sud. Auparavant, on avait des millions de passages. Aujourd'hui, on en est à zéro. Zéro entrée illégale dans les États-Unis. Et cela s'est produit à cause des démocrates, à cause de ceux qui avaient mis en place ces politiques. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui rentre. Quasiment personne. En fait, même personne ne rentre illégalement. Et on en parle très peu, malheureusement. On préfère parler du Venezuela, alors que nous n'avons perdu aucun soldat. J'irai à Dover, et ce sera un grand honneur pour moi que de me rendre sur place. Et là-bas, on me dira, je crois, ce que je sais déjà, c'est-à-dire que l'Iran n'a pas le droit d'obtenir d'armes nucléaires. Les Iraniens n'ont aucune chance d'en avoir une, je ne le permettrai pas. Sur l'Iran, peut-être que je laisserai le ministre de la Guerre dire quelques mots. Je tiens à dire que nous faisons du très bon travail. Nous avons dégradé leur capacité à un niveau très important, très sérieusement. Il y a eu quelques frappes, quelques tirs qui sont passés sur la Jordanie. Cela n'aurait pas dû se produire. C'est malheureux. Nous avons le meilleur équipement du monde. Nous avons intercepté presque tout ce qui s'est présenté. Mais quand vous laissez les gens faire votre travail, eh bien parfois il y a des erreurs. Des choses comme cela peuvent se produire. Nous irons à Dover pour rendre hommage. J'aurai l'honneur, Monsieur le Président, de vous suivre à Dover pour rendre hommage à ces Américains incroyables. Vous avez fait quelque chose que pendant 47 ans, aucun président américain n'avait fait. Vous avez agi un peu comme les Iraniens étaient en train de faire ce que les Nord-Coréens ont déjà fait avec la montée vers l'arme nucléaire. Les Iraniens ont eu plusieurs opportunités pour négocier, pour montrer qu'ils étaient raisonnables sur le détroit d'Ormuz. Mais si les Iraniens bloquent le détroit, eh bien nous allons les frapper 10 fois plus fort. Nous allons continuer à dégrader leurs capacités. Le président l'a dit, ils peuvent soit parler à nos diplomates, soit au ministère de la Guerre. Personne ne passe. Aucun bateau ne sort de l'Iran à cause de notre blocus actuellement. Un message à ceux qui attaquent ICE, la police aux frontières. Bien, voilà ce qui se passe avec les gens qu'on laisse rentrer dans notre pays, des gens qui ne devraient pas être là, des radicaux, des extrémistes, des fous. Et je les fais sortir, vous savez, je les expulse. Alors, il y a des chiffres bidons qui circulent, mais je peux vous donner les vrais si vous le souhaitez, quoi qu'il en soit. On fait sortir tous ces criminels de notre pays, on les expulse à un niveau sans précédent. Regardez ce qui se passe à Washington, ici. Près de 5000 criminels ont été expulsés, des durs, des récidivistes qui étaient rentrés à cause de la politique de frontières ouvertes de l'administration précédente. Il y a un chiffre fantastique, et je déteste avoir à en parler devant le président du Liban. Vos problèmes sont de différentes natures, mais je tiens à dire que près de 92% de la délinquance de Washington DC a été éliminée, et j'espère qu'on arrivera bientôt à 100%. Regardez cette ville, aujourd'hui, comparée à ce qu'elle était il y a 15-16 mois. C'est plus du tout la même chose. À l'époque, cette ville était dangereuse. Alors, on ne peut pas comparer, je crois, avec ce qui se passe au Liban. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas les chiffres. C'est possible que le Liban ait été plus sûr que Washington DC. Quoi qu'il en soit, Washington est un véritable coupe-gorge sous l'administration Biden. Aujourd'hui, Washington DC a fait d'énormes progrès en matière de sécurité. Peut-être devant toutes les autres villes américaines. Il y a également Memphis, la Nouvelle-Orléans. Et si Chicago nous demande de l'aide, nous les appuierons. Ainsi que New York ou Los Angeles, nous pourrions améliorer la situation très rapidement. Les chiffres sont exceptionnels. Vous savez, vous avez 2% des personnes qui sont responsables de 91% des crimes et délits.
Donc, 2% of the people vous avez vraiment create 2% 91% of the crime. qui sont responsables de l'énorme majorité de 91% des délits. Ça, vous pouvez le traiter assez facilement, je crois. Washington est aujourd'hui l'une des plus belles villes du pays. Notre pays est de toute façon très dynamique, notre pays est magnifique et Washington en est la couronne. Nous sortons à peine de la Coupe du Monde. Ça a été la Coupe du Monde de football qui a eu le plus de succès de l'histoire. Pas une seule manifestation, pas de délinquance, pas d'incident. Chacun de ces matchs a été comme un match du Super Bowl. Pas de délinquance, pas de manifestation. Chacun est rentré ensuite chez soi avec une opinion bien différente de ce qui s'est dit dans les médias fake news. J'ai vu la Norvège, j'ai vu l'Écosse jouer. Personne ne voulait rentrer chez soi. Je tiens à féliciter tout le monde pour son engagement. Je tiens à remercier tous ceux qui se sont impliqués dans ce travail, dans cette pièce. Monsieur le vice-président, merci beaucoup. Cette manifestation sportive a été un grand succès. Gianni Infantino m'a dit qu'en 1 million d'années, il n'aurait jamais pensé avoir une compétition aussi facile. Pas de manifestation, pas de délinquance. Et pour une bonne raison. Des gens se sont réunis, ils ont travaillé ensemble. Pendant un mois, ce pays s'est réuni. Ça a été exceptionnel. Et je n'avais pas envie de le dire avant de la finale. J'attendais que la finale soit achevée pour pouvoir féliciter tout le monde, mais je tiens à dire que nous avons eu la compétition de football qui a eu le plus de succès dans l'histoire. Alors, je ne pense pas qu'on puisse accueillir la prochaine, mais j'ai hâte que ça se produise de nouveau chez nous. Est-ce que vous vous sentez en sécurité? Et 17h30 à Paris, vous venez donc d'assister à cette conférence de presse de Donald Trump et de Joseph Aoun, le président du Liban. Première fois depuis 17 ans qu'un président libanais se retrouve à la Maison-Blanche avec un président américain. C'est un peu historique. Anne, on a suivi ensemble cette conférence de presse. D'abord, très cordiale, on peut dire, la relation entre Trump et Aoun. Après une poignée de main qui a duré plusieurs minutes. Il a tout de suite parlé de bonnes relations avec le Liban. On va aider le Liban, a dit le président américain. Joseph Aoun lui répondant qu'il fallait un Liban stable et qu'ensemble, nous allons pouvoir avancer. Oui, c'est un échange d'amabilité un peu traditionnel dans le bureau ovale avant que la presse soit évacuée, que les portes se referment et qu'on aborde le dur des sujets. Alors, les deux dirigeants ont parlé d'une vision commune, celle de la paix et de la sécurité pour le Liban. Ce pays a été maltraité. Il est temps que le Liban reçoive le respect qu'il mérite, a lancé le président américain. Qui n'a jamais rencontré son homologue libanais. Jusqu'à présent, c'était le secrétaire d'État américain Marco Rubio qui était plus ou moins en charge de ce dossier avec aussi évidemment d'autres responsables américains. Donald Trump a assuré qu'il allait appuyer le Liban, qu'il allait résoudre beaucoup de problèmes. Alors, appuyer le Liban, c'est bien ce qu'est venu chercher Joseph Aoun, qui a besoin d'aide, notamment pour son armée, pour répondre aux exigences des Israéliens et des Américains qui demandent aux autorités libanaises de désarmer le Hezbollah et de démanteler les infrastructures militaires du mouvement chiite. Mais l'armée libanaise, pour l'heure, n'a pas les moyens de mener seule cette tâche. Il y avait d'ailleurs une conférence de soutien à l'armée libanaise qui était initialement prévue le 5 mars à Paris. Elle a été reportée du fait de la guerre qui a été initiée, il faut le rappeler, par le Hezbollah, qui a lancé des attaques sur Israël par solidarité après le début de la guerre menée par Américains et Israéliens. Trump qui parlera au Hezbollah si Aoun lui demande. Voilà, c'est une des déclarations de Donald Trump. Il a parlé de ces zones pilotes, d'ailleurs, le président américain, qu'il va s'intéresser. Il va s'intéresser à ces zones pilotes. Il n'a pas donné de détails, mais en ce moment, il faut dire qu'il y a une toute première
exécution de cet accord entre Washington. Israël, c'est ça, et le Liban. Washington l'a annoncé juste avant l'arrivée de Joseph Aoun à la Maison-Blanche et a assuré que l'armée libanaise avait commencé à assurer la sécurité dans 3 villages du sud Liban. En réalité, seuls 2 de ces 3 villages n'ont jamais été occupés par l'armée israélienne. C'est le début de l'application de l'accord qui a été conclu le 26 juin entre le Liban et Israël sous l'égide des Américains et qui prévoit effectivement que l'armée libanaise se déploie dans des zones pilotes évacuées par les Israéliens sous réserve du désarmement du Hezbollah. Mais les limites de cet accord, eh bien, c'est que le Hezbollah n'en est pas partie prenante et qu'il a rejeté cet accord. Le président du Parlement libanais, Nabil Berri, a insisté, lui, sur la nécessité de faire du retrait israélien complet la priorité absolue. Pour lui, c'est un préalable indispensable à toute avancée. Et ça a été évoqué dans le bureau ovale, mais le président libanais a rappelé que c'était bien les prérogatives de la présidence libanaise de conclure des accords internationaux, et il a assuré que Nabil Berri, qui était un homme d'État, allait se conformer à l'accord. Cet accord est donc très fragile puisque l'armée libanaise a accusé Israël d'avoir tiré près de ses troupes alors même qu'elle se déployait dans l'un de ces villages. L'armée qui a parlé d'une agression de nature à entraver la mise en œuvre des étapes de déploiement dans les zones pilotes prévues donc par cet accord du 26 juin. Il faut préciser également que l'armée israélienne continue dans le même temps de dynamiter des habitations dans le sud Liban. La question du retour des habitants est elle, très prématurée. L'armée libanaise elle-même prévient les habitants qu'il est beaucoup trop tôt pour revenir dans le sud Liban. Et puis le président Joseph Aoun, le président libanais, espère aussi que Donald Trump ne va pas remettre sur le tapis son idée de faire intervenir la Syrie au Liban pour désarmer le Hezbollah. C'est une idée qui est également combattue d'ailleurs par Ahmed al-Shara, le dirigeant syrien, qui ne veut pas raviver les plaies du passé, puisque, vous le savez, les troupes syriennes, à l'époque du règne de la famille Assad, est restée et a occupé longuement le Liban. Alors, un dernier mot sur l'Iran. Donald Trump qui dit que l'Iran veut absolument rencontrer les États-Unis, le rencontrer, que donc finalement il reste des négociations possibles, qu'on n'est pas en fait dans une reprise de la guerre, c'est ce qu'il a dit. Oui, il a été assez sec à l'égard de la journaliste, à l'encontre de la journaliste qui lui a posé la question de la recrudescence des tensions qui est réelle sur le front iranien. Vous n'y connaissez rien à ce qui se passe, le dialogue se poursuit en coulisses, a-t-il assuré. Il a également assuré que les capacités iraniennes étaient très sérieusement dégradées et a évoqué des frappes malheureuses sur la Jordanie, alors qu'il y a quand même eu 2 morts américains. Donc Donald Trump continue d'afficher une espèce d'arrogance sur la situation en Iran, alors même que Téhéran a montré sa capacité à riposter et menace même de faire entrer les Houthis dans le conflit, puisque les Houthis ont annoncé qu'ils s'apprêtaient à viser les capacités saoudiennes. Vous savez que les Saoudiens exportent maintenant leur pétrole via cet oléoduc de 1200 km de long et qui atterrit en mer Rouge, et les Houthis ont montré leur capacité à entraver le trafic maritime en mer Rouge. Ça, c'était pendant la guerre à Gaza. Ils annoncent une reprise de leur offensive dans ce coin, et pour l'instant ce n'est pas le cas, mais c'est une menace à prendre très au sérieux que Donald Trump, lui, a semblé balayer. Merci.